Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition. Pour rejoindre le Conseil national de transition, www.conseilnational.tv. Et pour rester informé, bienvenue à vous dans La France libre, l'émission du Conseil national de transition. Bonsoir Bruno, bonsoir Philippe, bonsoir Marie. L'information tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, je suis quand même encore une fois obligé de dire et de répéter que notre ami Éric Fiorile est toujours et encore privé de liberté. On en est déjà à 197 jours, donc 6 mois et 10 jours, et rien ne bouge. Rien ne bouge pour le faire libérer, alors qu'en fait, il est en détention provisoire et qu'il n'y a absolument rien de sérieux contre lui. Donc, toutes nos pensées vont vers Éric. Et comme tout le monde le sait, et bon, au niveau du CNT, mais pas forcément par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, Éric a réédité son livre La démosophie, donc au mois de décembre 2020, et il est toujours, il reste disponible au niveau du CNT sur le site web du CNT que vous connaissez bien et que vous avez donc dans le générique. Voilà, donc je te passe la parole, Philippe. Merci à tous. Merci Bruno. Bonsoir à tous. Oui, Sylvain, si tu veux. Non, Philippe, c'est à toi, je t'en prie. Ah ouais. Grand plaisir. Alors ce soir, on est un petit peu dans l'improvisation parce qu'on a décidé un petit peu au dernier moment de parler d'un sujet important qui est celui de la santé. Alors on pense, c'est sans aucun jeu de mots avec le sujet précédent évidemment, qui est une prison aussi, la santé à Paris. Éric n'est pas à la santé, il est à Moulins-Isère pour mémoire, dans l'Allier. Et sa santé est également un sujet important parce que non seulement on veut le voir sortir, mais on veut le voir sortir dans les meilleures conditions possibles de sa santé. Ce que nous savons de lui et de ses habitudes de santé, c'est ce que savent beaucoup d'autres médecins, c'est que tout passe par l'alimentation ou essentiellement par l'alimentation. Et que l'alimentation que nous ingurgitons est notre premier facteur de santé ou de mauvaise santé. On n'a pas on connaît parfaitement les mauvaises influences d'une nourriture trop riche sur ce qu'on voit de plus en plus souvent, même en France, c'est-à-dire des personnes obèses qui malheureusement se laissent piéger par une nourriture super riche, bien vendue et bien présentée.
et surtout canalisé, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas forcément beaucoup de choix dans leur nourriture, compte tenu de leurs moyens financiers, par exemple, de leur proximité ou des chaînes de distribution qui sont présentes à certains endroits, pas forcément à d'autres. Donc voilà, donc ça c'est pour la santé. Eric avait été très à cheval sur la santé, il n'est pas le seul, hein, bien évidemment. Alors quand on le voit, on se dit, bah, voilà un homme qui est assez mince, à la limite de la maigreur. Pour l'avoir vu moi-même de près, je peux vous assurer que c'est un homme qui était en parfaite santé et qui a des qualités physiques tout à fait remarquables en termes de performance physique, sportivité, etc., malgré son âge, et qui a toujours pratiqué des activités. Alors, je pense aussi qu'il y a un terrain naturel, c'est-à-dire que si on a la chance d'être né de parents en bonne santé, on a toutes les chances d'être soi-même en bonne santé. Et j'allais dire inversement. En tout cas, il y a des terrains défavorables, c'est sûr. Mais encore une fois, la nourriture est notre meilleur médicament. Aujourd'hui, dire cela, c'est enfoncer une porte ouverte. Malheureusement, il y a dans la médecine actuelle des dogmes qui font que c'est compliqué de ne se guérir que par des systèmes naturels à base soit de plantes, soit d'aliments naturels, évidemment. Ça peut être aussi des algues, ça peut être un tas de choses que certains nutritionnistes et médecins savent préconiser, connaissent parfaitement, dont ils connaissent les vertus, mais dans un monde où malheureusement des choix différents ont été faits, on peut le citer globalement, le choix a été fait de faire des médicaments à base de pétrole, à base de choses d'éléments de synthèse, à base voilà, de médicaments synthétiques. Qui ne sont pas forcément la logique naturelle qui prévalait, qui prévaut depuis le berceau de l'humanité. Alors, est-ce que c'est parce que c'était ancien et ancestral que c'était forcément bon? Aujourd'hui, la réponse apportée par la médecine généraliste est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que on aurait dû découvrir les médicaments d'aujourd'hui il y a bien plus longtemps en arrière. Et dans ces conditions-là, les gens auraient vécu en bonne santé beaucoup plus longtemps, ils n'auraient pas perdu leurs dents, etc. Il y a un secteur à propos de dents qui effectivement est en pointe, sans jeu de mots, c'est l'orthodontie, c'est-à-dire la qualité des dents. Et ça, c'est un monde, c'est un domaine qui est particulièrement visible. C'est-à-dire que lorsqu'on a un beau sourire avec des dents bien implantées, bien blanches, etc., c'est la marque d'une bonne santé. Bien souvent. C'est pas anecdotique, hein. C'est-à-dire que les progrès dans l'orthodontie qui ont été faits récemment, bien sûr en soignant les dents, c'est évident, mais en les remplaçant par des systèmes mécaniques alternatifs, parfaitement maîtrisés pour le coup par ce que nous appelons les dentistes d'un point de vue familier, eh bien tout ça participe, je crois, au succès de la médecine moderne. C'est-à-dire qu'elle montre par un visage éclairé par une dentition impeccable, le succès, elle est le porte-étendard du succès de la médecine généraliste actuelle. Alors qu'autrefois, effectivement, le vieillissement des dents, le fait d'en perdre, le fait d'avoir mal aux dents, c'était quelque chose de naturel qui faisait partie de la vie. Alors, est-ce que j'ai envie, moi, aujourd'hui, de retourner dans un système où j'aurais mal aux dents, où je perdrais mes dents et où j'aurais une dentition absolument déplorable? Non. C'est un vrai sujet. Alors, c'est une réflexion totalement personnelle que je viens de vous livrer là, qui n'est pas forcément pertinente, mais qui ouvre quand même une porte dans laquelle on voit quoi? On voit que l'esthétique y est pour beaucoup. Il est important d'avoir ses dents. Il est important également de pouvoir mâcher ses aliments. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On se souvient, par exemple, qu'un homme aussi puissant que Louis XIV n'avait plus de dents et qu'on n'a pas trouvé de solution autre lorsqu'il était très âgé, de faire mâcher ses aliments par d'autres personnes et de les lui faire avaler, ce qui n'était pas très ragoûtant à l'époque. Mais à l'époque, c'était les médecins de Molière, et les médecins de Molière, voilà, ils disaient en clair, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Alors, cette phrase, elle a fait beaucoup rire en son temps, elle a fait beaucoup rire quand j'étais enfant et qu'on étudiait Molière. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle revient presque au sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'un homme en bonne santé ou une femme en bonne santé est un ou une malade qui s'ignore. C'est ce qu'on nous explique notamment dans le cadre de la vaccination. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser aujourd'hui que sans la vaccination, on ne survivra pas. La civilisation ne survivra pas. C'est très étrange parce qu'elle a survécu à beaucoup de choses. Elle a survécu aux maladies de la lèpre, aux contaminations nombreuses qui ont pu arriver en Europe ou en Asie ou dans différents logements du monde, des maladies infectieuses qui ont toutes eu des effets dévastateurs, mais qui se sont toutes également arrêtées par un phénomène qu'on n'a pas vraiment su déterminer.
C'est-à-dire que la maladie disparaît et que voilà, tout se passe bien après et que après la pluie vient le beau temps, si je puis dire. Alors Euh, justement, comme tu parles de Picouze, Philippe, voilà. j'ai un petit sujet d'information que je voulais partager avec vous. On va le regarder tout de suite. C'est donc les médias mainstream qui Je veux diffusent dire, on ceci. est toujours lancé dans une course contre la montre entre la vaccination et l'épidémie. Or, première chose, on ne manque plus de doses. On en avait 3 millions par semaine en mai, on en a maintenant 4 millions par semaine en juin. Il y a des centaines de milliers de créneaux de vaccination libres parce que, en plus, la vaccination recule. Alors, les chiffres globaux montrent que ça recule pas, mais c'est les gens qui s'étaient fait vacciner une première fois qui, eux, continuent sur la dynamique, alors que le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc, moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher. Eh bien, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle qu'il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta, ils étaient tous pas vaccinés. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends là. Appelez, okay. appelez, téléphonez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, là, Ça m'énerve, ça m'énerve. excuse-moi, faut que tu... Voilà les propos qui sont tenus actuellement dans les chaînes mainstream de l'information, de la désinformation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc on est dans des injonctions, on est dans des criailleries, on est dans une perte du contrôle de soi, on est dans la peur également. Et on est dans un début qui peut nous amener à des systèmes politiques, qui nous rappellent des systèmes politiques coercitifs qu'on n'a pas envie de revoir. Et ce monsieur, que je connais pas plus que ça, nous invite à retourner dans ces systèmes-là sans le dire. Voilà ce que j'en pense. Et il y a une aberration totale, parce que justement, si toutes les personnes sont vaccinées, donc elles sont vaccinées, elles n'ont rien à craindre des non-vaccinés, tout simplement. Alors ça, oui, c'est un sujet épineux qui a déjà été traité. Je me souviens de Maître Joseph, qui est un avocat connu, qui traite justement d'un certain nombre de sujets et qui traite avec un certain nombre de dissidents, donc forcément marqué au rouge dans sa profession, mais qui dit des choses vraies et aussi simples que ce que tu viens de dire, Bruno, à savoir que si je suis vacciné, c'est pour me protéger contre la maladie. Et dire que quelqu'un de non protégé contre la maladie va contaminer quelqu'un qui est protégé contre la maladie, c'est procéder d'un syllogisme qui marche à l'envers, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose de relativement grave d'un point de vue strictement intellectuel. Et cette aberration n'est pas levée. Aujourd'hui, je ne connais personne qui sait m'expliquer pourquoi. Donc voilà, donc on a dans cette comment dirais-je, croire quelque chose sans que ce soit prouvé ou en prouvant que c'est faux. Est-ce que c'est pas ça appartenir à une secte intellectuellement? Est-ce que je suis pas dans un cadenassé par une secte intellectuelle qui me fait dire le contraire du bon sens? Et tant qu'on sera dans cette logique du contraire du bon sens, cette logique renversée, je pense que les choses ne se passeront pas bien. Alors effectivement, plus on est sous pression, plus on a l'impression d'avoir raison, ressentir les choses comme si c'était au fond de nous depuis toujours, et que ça nous fait dire des bêtises plus grosses que nous. Et ce monsieur, il est assez fort, hein, mais ce qu'il a dit, c'est des bêtises plus grosses que lui, hein, je pense. Hein. Donc voilà, plus on dit ça, et plus on se trompe, et plus on convainc d'autres personnes. Alors de deux choses l'une, soit on réussit suffisamment à leur faire peur pour qu'elles soient convaincues de répéter le même discours, et là c'est dommage, soit on met en test l'intelligence des gens et qui se disent, mais attends, mais il raisonne comment ce monsieur, je comprends pas bien ce qu'il veut dire, attends, plus je suis vacciné, plus je suis fragile à la contamination par ceux qui ne le sont pas, ça voudrait dire que le vaccin sert à rien, quoi. Alors, Exactement. Rien, hein. Exactement. J'essaye de raisonner tout, hein, je me mets à la place du lambda. Et oui, on en arrive à ce genre de conclusion. Donc, les réponses qui sont apportées à ce genre d'objection, eh bien, le maître Joseph nous a expliqué ça quand il était enfant. Il avait osé dire ça à un médecin qui lui avait mis une baigne, tout simplement une claque, en lui disant, en le traitant de petit insolent.
Voilà. Donc, on est traité d'insolent dès lors qu'on a mis en PLS, c'est-à-dire en position latérale de sécurité, un éminent scientifique qui se fait prendre par un enfant en flagrant délit d'antilogisme, hein, ou de contre-vérité. Et Et ça va c'est même donc, plus loin, ouais. Philippe, parce que quand on regarde les publicités, ou je dirais plutôt la propagande télévisée sur Faites-vous vacciner, à la fin du spot, il y a toujours marqué en dessous, en plus petit, même vacciné, continuez à respecter les gestes barrières. C'est ça. Bizarre, non, quand même. C'est-à-dire, comme m'a dit un jour un monsieur sur un marché à propos du masque, qui n'était pas le vaccin, et je lui ai remarqué que ce masque avait des mailles tellement larges que ça laissait passer 100 fois un virus. Il m'a répondu oui, mais ça enlève le plus gros, quoi. Alors, il était très convaincu de sa réflexion. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que si on se fait vacciner avec le vaccin, hein, bon, on enlèvera le plus gros, quoi. Hein, voilà. Cause toujours, court toujours, voilà, cause toujours, quoi. C'est pas vrai. Dogmatisme, les dangers. Dogmatisme, Eh oui. danger du dogmatisme. Voilà, exactement. Alors, Philippe, ce soir, le sujet de l'émission, c'est la valeur de la santé. Alors, il y a deux sortes de valeurs au niveau de la santé. La valeur pour l'individu d'être en bonne santé, c'est-à-dire la valeur pour sa vie, et puis la valeur économique de la santé au niveau de la sécurité sociale. Le Alors, problème, je m'excuse Bruno, je vais juste lancer le sujet, tu vas voir, parce que tu es en train de me pas de spolier. souci. Ouais, on va le partager ensemble immédiatement. Merci. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Le système de santé et d'accès aux soins a changé de paradigme. Nous sommes passés d'un système caritatif animé surtout par des religieux à un système rémunéré par des fonds publics et privés, géré par de multiples acteurs, États, établissements publics, organismes paritaires, organismes mutualistes ou associatifs et acteurs privés. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 22 stipule que toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. C'est un des droits fondamentaux reconnus par les signataires de la Charte des Nations Unies. Mais le système de santé, actuellement pris dans les mutations sociales, démographiques, technologiques, économiques, politiques de notre société, peut-il encore assurer l'exercice de ce droit alors que l'accès aux soins pour tous est ébranlé en France et remis en cause sous de multiples aspects ? La santé étant un bien collectif, il est crucial pour le système de s'organiser au-delà de la défense d'intérêts économiques, politiques, corporatistes et de lutte interne afin d'assurer aux patients un succès à tous les soins et à des soins de même qualité pour tous. La valeur de la santé, notre sujet de ce mercredi 30 juin. Merci Sylvain. C'est vrai, j'avais commencé à en parler un petit peu. En fait, je vais faire une remarque par rapport au système actuel, c'est qu'on parle toujours de l'assurance maladie, caisse primaire d'assurance maladie. On ne parle jamais de l'assurance santé. On envisage toujours la maladie. On voit toujours le côté maladie et pas le côté santé. Alors qu'en fait, si on voit d'abord le côté santé, il n'y aura pas de maladie. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement de visualisation des choses, penser prévention, penser alimentation saine, penser méthodes naturelles qui ont fait leurs preuves depuis longtemps dans de nombreuses civilisations et que d'ailleurs les laboratoires pharmaceutiques retrouvent, parce que beaucoup de molécules de médicaments actuels sont venus de plantes qui étaient utilisées par les tribus d'Amazonie ou autres. Et on a même retrouvé certaines potions soi-disant magiques utilisées par les sorciers du Moyen-Âge. Et très récemment, il y a une publication qui est sortie où des chercheurs ont analysé ces produits et se sont rendus compte qu'ils étaient efficaces. Donc, en fait, on a tout un trésor de connaissances à retrouver dans le passé,
au niveau de la science médicale. Alors évidemment, on n'en est plus à l'époque où il fallait faire une saignée pour soigner une maladie. Ça a complètement disparu, heureusement. Mais il y a encore des absurdités dans le système médical. On va consulter un médecin, pratiquement systématiquement, un médecin va nous donner un médicament, alors qu'il y a peut-être d'autres manières de se soigner, notamment des méthodes naturelles qui ne viennent pas en opposition avec la médecine dite officielle, mais qui viennent en complément et pour même éviter que certaines maladies arrivent. Par exemple, on pourrait parler du jeûne, que ce soit un jeûne pendant plusieurs jours ou que ce soit un jeûne tous les jours, c'est-à-dire rester une dizaine d'heures entre chaque repas, ce qui permet à l'organisme de se purifier et d'éliminer les toxines. Et on s'aperçoit, par des expériences qui ont été faites notamment sur des animaux, que ça permet de rallonger la durée de vie de ces animaux de 20 à 30%. Alors pourquoi pas chez l'homme? Donc, voilà quelques exemples. Alors, ces sujets ont été énormément travaillés par la commission santé du CNT, qui a fait un travail extraordinaire là-dessus, étant donné que nous avons au CNT des personnes qui sont des soignants, des médecins, on a même un dentiste, on a des gens qui sont des infirmiers et autres, et des thérapeutes de différentes disciplines. Donc, le CNT a beaucoup travaillé sur toutes ces questions-là. Alors ça, c'est la valeur pour l'individu, c'est-à-dire qu'un individu qui va vivre 80, 90 ans en bonne santé, il aura une qualité de vie qui sera bien meilleure que celui qui va vivre la même durée, mais sans arrêt avec des problèmes de maladie et autres. Parce que à quoi ça sert de vivre 80, 90, 100 ans si on est tout le temps malade? C'est le problème, notamment avec les EHPAD. Et puis, il y a une valeur économique de la santé. Parce qu'à partir du moment où on va agir sur la prévention, à partir du moment où on va s'occuper d'abord d'éviter que les gens tombent malades, c'est-à-dire de favoriser techniquement tout ce qui est prévention, tout ce qui est aide à la bonne santé, à la bonne qualité de vie, eh bien, le budget de la Sécu, évidemment, il va baisser. Donc, il y aura des économies qui vont être faites par tout le monde et pour tout le monde. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même très important parce que au niveau de la population elle-même, d'une manière générale, si les gens sont en bonne santé, eh bien, non seulement ils ont la capacité intellectuelle de pouvoir réaliser des choses meilleures, mais en plus de ça, ils peuvent partager plus facilement avec les autres, ils peuvent travailler mieux, ils peuvent être plus productifs. Et donc, même sur un simple plan économique, ça profite à tout le monde. Voilà. Donc, au CNT, nous avons cette philosophie-là, c'est-à-dire privilégier la santé plutôt que la maladie. Et je prends un exemple de mot mal utilisé. En France, on parle de la retraite. Donc, le mot retraite, déjà, dans la tête de quelqu'un, ça signifie se retirer. C'est négatif. Je prends l'exemple en Espagne, au lieu de retraite, on dit jubilation. C'est tout à fait différent. C'est la joie, c'est le fait de pouvoir être libre, de pouvoir se libérer. Alors qu'en France, c'est retraite. On se retire dans un coin. Voilà. Et ça veut tout dire. Les mots comptent énormément. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Philippe, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, j'adore les étymologies. Donc, en anglais, on dit retirement. C'est exactement le même mot qu'en français, c'est la retraite. C'est le retrait des gens qui vont en retraite. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas par contre le mot espagnol, qui est jubilation, qui est effectivement beaucoup plus positif et joyeux. Parce que justement, dès lors qu'on a la santé à l'âge auquel on quitte ce qui est un métier et qui nous a permis d'accumuler suffisamment d'argent pour bénéficier d'une retraite, on devrait pouvoir dire ça, c'est le troisième âge. Alors, on le dit déjà, et il y a toute une génération qui est en train, je dirais, d'arriver à terme, qui a connu la dernière guerre mondiale légèrement plus précoce, qui bénéficie, qui est en train de bénéficier de ce qu'il faut bien appeler pour faire des voyages, pour faire un tas de choses. Nos anciens, dans les années 60, n'espéraient même pas attendre. C'est-à-dire qu'il y a bien eu, si je peux m'exprimer ainsi, une forme d'âge d'or des personnes en bonne santé après la retraite et qui ont pu en profiter 10, 15, 30 ans. Parle bien dans ton micro, Philippe, s'il te plaît, parce que ça fait des coupures et quelquefois on ne te cerne pas.
Et très bien, est-ce que ça va mieux? Très très bien. Merci à toi. Impeccable. Voilà, je disais simplement qu'il y avait il y avait eu effectivement un âge d'or et qui est peut-être en train de se terminer pour des personnes qui ont vieilli correctement, en bonne santé et qui ont pu profiter de leur manne retraite pour faire autre chose que ce qu'elles avaient fait dans leur vie, c'est-à-dire travailler, partir un mois en vacances, et donc pouvoir non pas être toute l'année en vacances, mais pouvoir faire de temps en temps des voyages sympathiques à l'étranger, visiter d'autres contrées, pourquoi pas rester plus longtemps dehors, etc., etc. Donc vieillir en bonne santé, c'est un enjeu, mais vivre jeune en bonne santé, c'en est un également. Or aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, et comme ça a toujours été, la nourriture est le principal remède, c'est ce que n'importe quel médecin vous dira. Et quand la nourriture n'est pas bonne, eh ben, on peut être dès notre jeune âge dans des conditions de santé défavorables. Et ça, c'est pas simplement les habitudes personnelles qui sont en cause, ce sont les habitudes qu'on nous impose, ce sont les habitudes qu'on nous propose et qu'on nous finit par nous imposer. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant puisque effectivement, on a l'impression que ce défaut de nourriture de qualité nous envoie vers un traitement de la maladie systématique, alors que si on avait le choix dans la nourriture, si on avait la capacité à avoir un œil sur cette nourriture, nous en tant que citoyens, et qu'on choisisse des solutions qui soient saines, eh bien, il y aurait beaucoup moins de maladies et on ne parlerait plus que de santé. J'irais même jusqu'à dire que la notion même de santé ne serait presque plus un sujet de conversation en soi, quoi, si tout était correctement fait. Et voilà. Alors, est-ce à dire que lorsque nous étions à l'état de nature, est-ce à dire que lorsque nous allons visiter les Indiens d'Amazonie ou de je ne sais quel territoire un peu reculé encore aujourd'hui sur le globe, ces gens bénéficient d'une santé de fer et une vie géniale? Bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'orthodontie, effectivement, à ce détail près qui est quand même important. Pour le reste, bah, ma foi, ils vivent des vies plutôt heureuses. Ils vieillissent et ils meurent dans des conditions qui sont celles de leurs ancêtres et ils en sont heureux. Alors, la seule chose qu'aujourd'hui, ils auraient peut-être envie de nous dire, c'est arrêter de nous polluer parce qu'avant, on avait des poissons vivants, maintenant, on a des poissons morts dans la rivière. Arrêter de venir mettre du cuivre ou du barium ou je ne sais quel autre élément pour extraire du pétrole qui viennent polluer nos nappes phréatiques. Donc, c'est de ça que ces gens finalement, meurent le plus aujourd'hui et parfois jeunes. Donc, ils sont chassés de leur habitat naturel pour remplacer tout cela, bah, soit par des industries qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de traiter le terrain, qui ont besoin de traiter le sous-sol et qui obtiennent les autorisations des États pour le faire. Ça, c'est l'histoire moderne. Et donc, la santé s'en trouve dégradée. Alors, la réponse, c'est, mais attendez, on a une chimie qui est tellement performante qu'on va vous donner un médicament pour ceci, un médicament pour cela. OK. Donc là, on fait du business, on rentre dans le business. Et in fine, on s'aperçoit que les personnes, plus on leur donne de médicaments et plus on en a besoin, et on est sur un cycle infernal d'accélération de la prise de médicaments, c'est-à-dire d'aliments non naturels, qui sont fabriqués par l'homme pour soigner dans des conditions dans lesquelles je rentrerai pas ce soir, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. En revanche, on peut s'appuyer sur les statistiques, sur les chiffres, et voir que il y a plus de maladies aujourd'hui, parce que s'il n'y en avait pas plus, il n'y aurait pas autant de médicaments. Alors, ce que moi je présente comme un handicap est présenté par les vendeurs comme un succès, c'est-à-dire comme la preuve que nous sommes capables de soigner nos jeunes, nos moins jeunes et nos anciens à base de chimie, et que plus on en fabrique et plus on en a besoin. Voilà. Alors ces molécules, elles sont souvent découvertes par des laboratoires qui sont des laboratoires publics et qui sont ensuite récupérées par des laboratoires privés qui vont décider, si ça les intéresse, de poursuivre une recherche scientifique ou en tout cas un développement de fabrication industrielle de tel ou tel médicament sous tel nom, etc. Et ils sont toujours à la recherche de molécules. Et évidemment, la nature elle est le plus grand pourvoyeur de molécules qui sont intéressantes pour le corps. La question est, est-ce que c'est vers la nature que ces laboratoires se tournent? J'ai pas l'impression. En revanche, ils sont très intéressés par le savoir des personnes qui connaissent justement les herbes, qui connaissent les vertus des herbes. Il y avait des personnes dans la paysannerie en France ou ailleurs, et il y avait aussi toujours des personnes très savantes, notamment dans les zones équatoriales, qui savent absolument exploiter les qualités de telle ou telle herbe ou telle plante pour soigner tel ou tel problème. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une personne qui avait une desquamation de la teinte de la peau, c'est-à-dire que sa peau était déteintée et elle était rouge à certains endroits. Phénomène que j'avais déjà vu chez un ami, donc j'ai pas été surpris. Et je dis à ce monsieur, j'ai un ami qui a le même problème que toi. Et il m'a répondu, oui, alors je sais où on peut aller se guérir, mais il faut aller trouver une racine qui ne se trouve qu'au Maroc et il faut la faire fabriquer par un monsieur qui connaît ça et qui est un des seuls à pouvoir soigner ce problème de peau.
Et ça, il paraît que ça marche. Bon, ben voilà, je sais pas, je suis pas allé vérifier si ça marche, hein. En revanche, ce qui est très probable, c'est que effectivement, il y a des solutions particulières à des situations particulières qui ne sont pas forcément étudiées par la science et par l'industrie pour défaut de rentabilité commerciale, parce que ce mal, il était relativement rare. Donc, c'est tout le problème des maladies auto-immunes et des maladies orphelines, c'est-à-dire qu'elles sont rares et qu'on n'a pas développé de façon de les soigner, quoi, tout simplement, parce que ça n'intéresse pas les consortiums financièrement. Donc, ne serait-ce que pour ce cas-là, pour ces cas-là, il serait intéressant de pouvoir faire accéder les personnes qui souffrent de maladies rares à des médecines alternatives qui, pour l'instant, n'ont pas pignon sur rue parce que tout simplement, elles sont pourchassées, disons les choses, hein, elles sont pourchassées. Quand on pense à l'homéopathie, par exemple, qui était tolérée et qui est de plus en plus mise dans un coin, de plus en plus ostracisée pour que ce soit toujours les mêmes, plus les mêmes, avec la chimie qui propose des soins classiques maintenant, mais qui sont très orientés vers la chimie, hein, et non pas vers les produits naturels. Donc ça, c'est l'allopathie par opposition à la médecine naturelle. Donc voilà, ce que je suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, je suis en train juste d'évaluer d'une chose. D'une part, c'est que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure. Deuxièmement, que la sécurité sociale, elle traite la maladie, ça coûte un bras à la société dans laquelle nous travaillons tous, ou la plupart d'entre nous, et qu'il existerait des solutions. Alors, quand on voit ce qui se passe avec notamment la fameuse Covid-19, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais il y a quand même des grands spécialistes médicaux qui nous disent qu'avec quelques médicaments tout à fait naturels, on devrait pouvoir en venir à bout. Et en face, on nous répond, bah non, c'est pas possible, dangereux, ce monsieur dit que des bêtises, alors qu'il y a 6 mois en arrière, il était reconnu comme un très grand spécialiste de la question. Donc, c'est compliqué, nous, en bas, de se faire une opinion. Mais qu'est-ce qu'on voit passer? On voit passer des opinions bizarres, on voit passer des avis étranges. Et c'est à nous de nous faire une idée au milieu de tout ce magma d'informations qui nous tombe dessus et dans lequel les Français, tout simplement, ont du mal à faire le tri. Alors après, les gens raisonnent par réaction extrême, c'est-à-dire je suis extrêmement contre ou je suis extrêmement pour. Un dialogue apaisé ne semble pas à l'ordre du jour pour l'instant quand j'écoute le monsieur un peu fort qui nous disait tout à l'heure que toutes les personnes non vaccinées étaient des criminels ou quasiment. Donc ça c'est des discours de dualité où deux idées s'affrontent violemment. Est-ce qu'il n'y a pas dans la logique et dans le bon sens à piocher pour trouver des solutions alternatives qui soient parfaitement douces, notamment au niveau de la médecine, mais aussi au niveau de l'application de cette médecine, que ce soit une relation pacifiée entre le médecin et son malade, que ce soit une relation pacifiée entre des médecins qui utilisent des médecines différentes, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la question ouverte. Et le CNT, pour rebondir sur le CNT, a toute vocation à laisser entièrement sa place à une médecine non pas alternative, hein, une médecine qui existe depuis longtemps, mais qui pour l'instant est mise sous le boisseau pour des questions soit légales, soit de sécurité ou de pseudo-sécurité, alors qu'on devrait creuser au milieu de tout ça et trouver des solutions avec des objets et des produits naturels, tout simplement parce que ça a toujours été, et je dirais même aujourd'hui, que la connaissance chimique, la connaissance de la biochimie est telle aujourd'hui qu'elle devrait au contraire faire exploser des solutions à base de médecine naturelle. Or, c'est pas du tout ce à quoi on assiste. On assiste à une explosion de la médecine à base de molécules non naturelles, de synthèse. Donc. Et ça, c'est peut-être dommage. C'est une piste à creuser au sein du CNT que de mettre en avant des solutions qui sont des solutions naturelles. Et on a ces pistes. On a ces pistes non seulement pour la partie médicale, mais pour la partie alimentaire, puisque l'alimentation, je le disais tout à l'heure, c'est le premier médicament que nous employons, c'est ce que nous avalons qui fait que nous guérissons ou que nous sommes malades, que ce soit un médicament ou un aliment quelconque, qu'on appelle désormais maintenant d'ailleurs des alicaments, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui nous servent de médicaments. Alors cette allitération-là, enfin de ce jeu de mots, il n'est pas idiot, c'est-à-dire qu'il pointe bien le fait que nos aliments sont nos médicaments. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça n'a malheureusement pas suffisamment été mis en avant, mais c'est la vérité. Donc, il y a des personnes qui font très attention à ce qu'elles avalent, qui font très attention à la source pas du médicament, mais de l'aliment qu'elles vont ingurgiter. Alors, bien sûr, c'est l'explosion du bio, des aliments bio, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que le bio. Enfin, il y a aussi ce qu'on peut fabriquer soi-même, ce qu'on peut produire par soi-même sur un balcon, etc. On peut faire des pousses germées sur son évier, hein, ça marche très, très bien.
et ça nourrit très très bien. Donc voilà, donc il y a des solutions alternatives. Il y a des solutions, elles sont parfois réprimandées, elles sont parfois même carrément pourchassées pour cause soit de dangerosité probable, etc. Je pense notamment à des choses comme l'huile de cannabis. Alors le cannabis, c'est une herbe, hein, c'est une herbe qui normalement n'est pas du tout recommandée à être fumée. Hein. Fumer le cannabis, normalement, c'est quelque chose de répréhensible dans certains pays européens, pas dans tous, et dans le reste du monde, pas partout. Donc, le cannabis, c'est une herbe qui fonctionne et qui a des vertus énormes. Alors, pas simplement à fumer, mais simplement à faire de l'huile avec. Et l'huile de cannabis guérit d'un tas de choses. C'est pas moi qui le dis, c'est des médecins. C'est vrai pour un certain nombre d'herbes. Voilà. Donc, il nous a souvent posé le fait que ces herbes, lorsqu'elles sont mal utilisées, peuvent être extrêmement dangereuses. Donc ça, c'est ce que dit la médecine générale. Par exemple, le tabac, s'il n'est pas conservé, s'il n'est pas cultivé dans des conditions extrêmement précises, va devenir dangereux si on n'extrait pas un certain nombre de molécules de sa feuille. Ah bon, est-ce que ce serait pas plutôt pour faire peur aux gens et les dissuader d'en cultiver dans leur jardin? Je ne sais pas. Et échapper ainsi à la taxe sur le tabac? Je ne sais pas. Mais peut-être. Donc, il y a tout un tas de faux semblants, de faux fuyants qui nous sont opposés par rapport à des herbes qui sont dans la nature, dont certaines sont absolument mortelles. On est tous d'accord. Hein. Si vous avalez de la digitale, bah, vous allez mourir. En revanche, je serais beaucoup plus nuancé sur la partie des champignons qui nous sont souvent présentés comme des choses très dangereuses, alors que justement, de l'avis de certains, ils seraient non seulement pas forcément si dangereux que ça, mais ils auraient des vertus par rapport à la glande pinéale, notamment, et pour d'autres raisons. Donc, on est dans la connaissance, et cette connaissance, elle peut être mise en équation, elle peut être mise en référencée. Quand j'entends, par exemple, un paysan de Guadeloupe expliquer qu'il connaît la nature des herbes de ce pays, de cette île, et qui ont des vertus particulières pour soigner telle et telle maladie, eh bien, je suis ravi pour lui qu'il ait cette connaissance, je suis ravi pour ses proches qu'ils aient cette connaissance, mais quand je l'entends dire, et je suis visité par les laboratoires pharmaceutiques qui viennent me demander justement quelle est l'herbe sur laquelle il faut qu'il travaille, eh bien, il se fait voler sa science par des gens qui veulent faire des affaires. Hein, voilà. Et ça peut conduire soit à la suppression, à l'interdiction de l'utilisation de telle ou telle herbe pour des raisons tout à fait subjectives qui vont être produites par un État sur les conseils d'un certain nombre de grands pharmaciens, ou bien ça peut conduire à un brevetage d'une molécule naturelle pour nous vendre ce qui est à la portée de chacun s'il le plante la plante sur son propre balcon. Donc voilà, donc on se fait un petit peu chahuter par rapport à tout ça. La santé, ça tourne autour de tout ça, ça tourne autour des solutions. Les solutions, les pharmaciens ne les ont pas toutes, ils n'ont que des solutions chimiques. Ces solutions chimiques, elles ne guérissent pas toujours de tout. Elles guérissent souvent le symptôme, mais pas forcément la maladie. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc la santé, c'est un sujet si vaste qui doit nous emmener de la chimie vers la politique, en passant par l'organisation sociale, car c'est un bien auquel nous avons tous droit. C'est un droit d'avoir de la santé. Et aujourd'hui, on nous donne un droit de ne pas payer de nos médicaments. C'est pas la même chose. Merci de m'avoir écouté. Alors Philippe, je vais rebondir sur tout ce que tu as dit parce qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, moi, première chose que je voulais donc rajouter, c'est que, à mon avis, il faut arrêter les oppositions entre la médecine officielle et les médecines traditionnelles, etc. Il y a des pays comme le Canada ou la Suisse ou même la Chine ou même certaines cliniques en Allemagne où les gens se font soigner à la fois par la médecine officielle qui collabore avec des magnétiseurs, des ostéopathes, des chiropracteurs, des médecines dites naturelles, et ça marche très bien. Et ça fonctionne très bien, parce que tout se complète. En Chine, on utilise aussi bien la médecine occidentale que l'acupuncture et la médecine chinoise. Et ça fonctionne très bien, parce que les deux se complètent. Les deux n'agissent pas sur le même niveau, sur le même plan au niveau de l'individu.
Donc, les deux se complètent. Et ça, c'est important. Je pourrais prendre par exemple l'exemple des bactériophages, des virus bactériophages qui peuvent remplacer les antibiotiques. Parce que vous savez que les antibiotiques ont été tellement utilisés que ça crée des résistances. Eh bien, les Russes, depuis pratiquement 50 ans, utilisent des virus bactériophages, c'est-à-dire des virus naturels qui tuent et qui mangent les bactéries. Et à partir de là, on peut soigner sans antibiotiques. En Occident, on les utilise encore très peu. Ou on ne veut pas les utiliser, on préfère utiliser les médicaments par le poids des labos, etc. Alors qu'il y a ces solutions-là qui existent. Donc, ça vient compléter. Ça veut pas dire on va attaquer la médecine officielle. On peut compléter la médecine officielle par d'autres techniques, par d'autres méthodes, qui sont soit des méthodes traditionnelles, soit des méthodes nouvelles, soit des techniques qui ont été redécouvertes et qui étaient pratiquées déjà il y a des siècles. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tu parlais tout à l'heure, Philippe, de poison, mais n'importe quelle substance peut être un poison. Tout dépend de la dose, simplement de la dose. Vous faites boire à quelqu'un 50 litres d'eau avec un entonnoir en 5 minutes, il va mourir par excès d'eau dans le sang. Donc même l'eau peut devenir un poison. C'est une question uniquement de quantité et de dose. Le venin d'abeille utilisé à petite dose arrive à soigner certaines choses. Certains scientifiques l'utilisent. Le venin de serpent aussi. Donc tout est question de dose. Évidemment, une substance comme le cyanure, la dose est très petite, c'est sûr. À partir de là, il faut faire très attention. Mais tout produit peut devenir nocif. Les gens qui se gavent de vitamines peuvent avoir des problèmes d'occlusion intestinale, des problèmes de reins, etc. Les gens qui mangent beaucoup trop de viande ont des problèmes de calcul rénaux, etc., etc. Même tout aliment ou toute substance peut devenir un poison si on arrive à un excès dans son utilisation. Tout est question de qualité au niveau de l'équilibre et de la dose utilisée. Il faut toujours essayer d'être dans le juste milieu. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ton intervention, c'est au niveau du dentaire. C'est un domaine que je connais bien. Pour faire de la prévention au niveau de la sécurité sociale, souvent, on se trompe. C'est-à-dire que pour, soi-disant, faire des économies, eh bien, on va rembourser certains traitements qui ne durent pas. Alors que des traitements qui coûteraient un peu plus cher, mais qui durent, eh bien non, on les rembourse pas. Je prends l'exemple des prothèses dentaires. Quelqu'un qui se retrouve sans dents, ben on va lui mettre une prothèse amovible qu'il va falloir changer au bout de 10 ans, puis après encore 10 ans après, parce que la bouche change de forme, etc. Et puis en plus, ça fait mal, ça gêne et autres. Alors qu'il existe des implants. On fait un implant dentaire, cet implant permet après de faire une prothèse dessus, et l'implant, il va durer 15 ans minimum, sans aucun problème. Et ça ne va pas gêner la personne. Seulement, le problème, c'est que ça coûte 4 fois plus cher. Donc, on ne rembourse pas les implants. Par contre, on va rembourser des prothèses qu'on va être obligé de refaire 4 fois. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt au niveau santé. Et là aussi, il y a toute une philosophie au niveau de la prévention, au niveau de la sécurité sociale. Il y a tout un système qui est à revoir. On rembourse des choses qu'on ne devrait pas rembourser et des choses qui devraient être remboursées ne sont pas remboursées parce qu'au départ, ça coûte plus cher. Mais c'est stupide parce qu'à long terme, ça fait gagner de l'argent à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit et rebondir sur tout ça. Merci. Merci Bruno. Eh ben, on va en profiter, on va regarder un message d'information de la part du Conseil national de transition. On ne nous dit pas tout. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Vous êtes sur la télévision du gouvernement de la France libre. Les lundis, mercredis, vendredis, de 20h30 à 22h, nous vous informons. Notre chaîne YouTube, CNT, Canal Historique. Ce que je vous propose également, c'est de découvrir le CNT en allant sur notre site www.conseilnational.tv.
Allez, nous sommes de retour avec notre sujet de ce mercredi, la valeur de la santé. Vous pourrez constater qu'on ne s'est pas, qu'on ne s'est pas concerté et qu'on est dans un direct absolu. La valeur de la santé, on vient un petit peu d'en parler. On a parlé de la valeur économique, on a parlé de la valeur aussi. On n'a pas parlé trop de la valeur confort, c'est-à-dire que quand on grandit et qu'on est en bonne santé, quand on vieillit et qu'on reste en suffisamment bonne santé pour pouvoir marcher et subvenir à ses besoins immédiats, c'est autre chose que d'être handicapé, soit par un surpoids, soit par une maladie dont on ne connaît pas l'origine, etc., etc. Je veux pas faire la description de tout ça. Donc évidemment, il y a dans le vivre en bonne santé quelque chose d'évident. Et de tout temps, on a regardé soit le handicapé, soit le malade avec beaucoup de condescendance et de peur aussi. Hein. C'est la raison pour laquelle on isolait les malades, forcément, d'abord dans un esprit de se protéger de la contagion, bien entendu, mais même s'il n'y avait pas de contagion, on les mettait dans des hospices qui en général étaient régis par des religieux. Car seule la religion pouvait porter secours à ces malheureux, étant donné qu'il n'existait pas à l'époque, en tout état de cause, de solution pour les guérir ou pour les soigner. Donc voilà, ça a été un des rôles essentiels de l'Église, ça a été justement de récupérer, entre grands guillemets, la liste, la cohorte des gens malades qui venaient dans les hospices. Et il y a eu de tout temps des progrès de fait en médecine, c'est clair. Hein. Si on prend Ambroise Paré, par exemple, au XVIe siècle, a fait des choses, notamment en ce qui concerne la médecine chirurgicale, des choses qui étaient tout à fait novatrices et qui ont permis d'avancer. Alors, on vient de parler de chirurgie, mais la chirurgie, c'est typiquement la compétence de l'Occident. Je veux dire par là que c'est surtout dans la médecine d'urgence et la médecine qui veut traiter quelque chose d'urgent. Et qu'y a-t-il de plus urgent que de soigner un blessé qui vient de perdre une jambe sur un champ de bataille et qu'on essaye de soigner. Certains l'ont fait sans succès, et puis avec le temps, il y a eu notamment avec des médecins comme Ambroise Paré, des progrès énormes faits au niveau de la septicémie, au niveau de la capacité de soigner les gens sans les faire mourir lorsqu'ils ont subi une amputation d'un membre, etc. Donc ces progrès-là, ils ont existé, ils ont été lents. Ils ont été lents tout simplement parce qu'il n'y avait pas de découverte technologique majeure, il n'y avait pas de découverte biologique majeure non plus, mais il y avait simplement le constat que quand on essaie de cette façon, ça marche mieux qu'en faisant d'une autre. Et à partir de ça, la médecine s'est développée avec des principes. Alors on a parlé du XVIe siècle avec Ambroise Paré, mais quand on arrive au XVIIe siècle, c'est celui de Louis XIV et c'est celui de Molière. Alors, les médecins étaient des savants, c'est-à-dire que c'était des personnes qui, du fait qu'ils parlaient latin, étaient détenteurs d'un savoir, et ce savoir leur rendait une autorité. On était presque sur la logique du totem chez les Indiens d'Amérique du Nord, avec l'autorité du grand sachem. C'était un peu la même logique, même si, bien entendu, dans le cas de l'Occident, le Dieu unique des chrétiens était toujours présent et tranchait en dernière analyse sur le destin d'une personne malade ou blessée. Et c'était toujours les médecins qui accompagnaient tout ça en disant bah, c'est comme ça que les choses ont été prévues, elles sont arrivées de cette façon-là parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et pourquoi je parle du XVIIe siècle? Parce que c'est celui, avec le XVIIIe siècle qui vient juste derrière, en 1715, qui va voir la mort d'un grand roi, qui est le roi Louis XIV. Je dis grand parce qu'il n'était pas petit d'une part, et que d'autre part, il a fait des choses dans ce royaume pour résister aux forces européennes qui sont tout à fait remarquables d'un point de vue stratégique. Voilà. Et ce grand roi, il a été malade, tout simplement. Et il avait des problèmes gastriques et il avait aussi des problèmes de scrofule à certains endroits du corps pas très agréables. Et il a été soigné de la pire des façons. C'est-à-dire que là où d'autres, un simple paysan, auraient eu un traitement long terme qui l'aurait probablement guéri, Louis XIV, tout roi qu'il était entouré d'un certain nombre de médecins dogmatiques. Et le dogme, on l'a déjà dit, c'est quelque chose d'assez mortifère. Et en clair, ils ont fait à peu près
le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Maintenant, on est plus malin pour le savoir, d'une part, et puis d'autre part, on a le détail de ce qui s'est passé pour soigner Louis XIV. On a ce détail, alors qu'on n'avait peut-être pas le détail pour les gens du peuple. Et ces procédures qui ont été mises en place étaient à peu près l'exact opposé de ce qu'il aurait fallu faire. Mais c'était le dogme de l'époque. Donc ces soins vis-à-vis d'un roi, les médecins avaient pour mission, alors non pas forcément de le guérir ou de le sortir de la mort, mais de l'accompagner dans une logique qui était la leur. Et Louis XIV était obéissant à cette logique, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a renversé la table en leur disant « Messieurs, je vous remercie pour vos bons soins, mais vous êtes priés de partir et j'ai plus envie de vous voir ». Il leur a fait confiance jusqu'à sa mort. Donc, comme quoi, le dogme, c'est quelque chose qui peut nous emmener dans des choses graves, y compris pour des grandes sommes, y compris pour des gens intelligents, pour les fins stratèges, etc. Donc, la médecine, elle a fait des progrès. Bien entendu, c'est difficile de parler de tout ça sans parler de l'origine de la vaccination. Alors, sans remonter jusqu'à Jenner, on va s'arrêter tout simplement à Pasteur, qui est à l'origine d'un certain nombre de choses, et notamment d'un vaccin contre la rage. De son propre temps, à son propre temps, il a rencontré, il a été opposé à des personnes, médecins également, qui lui ont dit « Mais non, vous êtes dans une hérésie, c'est le terrain qui est tout, le virus n'est rien, le virus n'est pas agressif, c'est le terrain qui détermine tout. » Et cette contradiction, elle a été portée de son vivant. Simplement, il est devenu un héros. Donc, étant un héros, il n'était plus question de le contredire. Étant un héros, il était aussi un héros national, c'est-à-dire qu'il s'opposait à la médecine allemande, notamment, qui avait fait des progrès énormes de son côté, alors qu'en France, on était un peu à la remorque et que l'esprit revanchard des années de la fin du 19e siècle, tout de suite après la guerre de 1870, faisait qu'on avait besoin de champions, comme aujourd'hui on a besoin de champions en foot ou en c'est quelle activité. C'est un peu moins vrai maintenant, mais bon, à cette époque c'était très vrai, et il fallait remonter la valeur France, et tous les artifices étaient bons. Et le fait qu'un homme comme Pasteur soit montré comme une sorte de génie qui a permis de venir d'éradiquer la rage, ça a été un événement important et qui a porté toute la vaccinologie, je dirais, pendant tout le XXe siècle, pratiquement, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, puisque le virus est traité exactement comme Pasteur l'avait imaginé au tout début. Alors que Pasteur lui-même, sur son lit de mort ou peu de temps avant son décès, était revenu sur cette analyse et s'était rangé du côté de ses détracteurs initiaux. Tout ça pour dire qu'un dogme peut en chasser un autre, et que quand il y a un dogme, il intéresse toujours des gens qui ne sont pas forcément intéressés à ce que jaillisse une vérité. Ça peut être vrai au niveau religieux, c'est vrai au niveau également au niveau scientifique et médical. Alors scientifique, je donne un exemple de dogme, je crois qu'on en a déjà parlé ici, c'est le non-dépassement, l'impossibilité du dépassement de la vitesse de la lumière. Bon, bah ça, c'est pas des choses qui ont été démontrées, et c'est un dogme. Et on a beau nous opposer l'équation d'Einstein, Einstein n'a jamais été jusqu'à dire que c'était impossible. Voilà, ça c'est un dogme. Mais qui arrange qui? Qui arrange toutes celles et ceux qui n'ont pas envie qu'on dépasse la vitesse de la lumière, parce que si c'est le cas, ça veut dire que nous sommes à quelques encablures de nos voisins. Et qu'inversement, nos voisins, s'ils sont plus malins que nous, peuvent venir sur notre belle planète à tout moment. Et ça, c'est surtout pas possible. Il faut surtout pas que ce soit possible. Donc, on est dans une logique de couper l'information, de limiter les choses, toujours dans une forme de limitation. Pareil pour l'évolution, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure, par rapport à la théorie des espèces produite par Darwin, qui n'a jamais dit qu'une amibe donnait en fin de course un homme, un être humain. Il a dit qu'il y avait des évolutions au sein même d'une espèce et de façon à s'adapter à l'environnement, ce qui me paraît frapper au point du bon sens. En a-t-il dit plus? Je ne crois pas. Je n'ai pas lu son livre. Si je ne l'ai pas lu, c'est parce qu'on m'a fait croire que c'était pas utile de le lire, puisque c'était comme ça et pas autrement. Mais il va falloir que je le lise. Donc voilà. Donc ça, c'est les dogmes par lesquels nous sommes dans un danger de bétonnage de cerveau. Si je veux prendre une expression un petit peu dure, mais c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut nous envoyer vers du bétonnage de cerveau, c'est-à-dire nous faire croire comme ce gros monsieur tout à l'heure qui nous parlait de non-vaccinés qui sont des assassins? Je crois que ce monsieur, il s'est fait bétonner le cerveau. Voilà ce que je crois. Emmanuel de Chypre, c'est un économiste, c'est pas un médecin.
médecin, hein. Il n'a rien à voir avec la médecine. En plus, donc ça permet de donner un avis. Alors, je ne suis pas plus médecin que lui. Par contre, je suis allé écouter des choses de la part de médecins qui ne sont pas forcément copains avec la télévision et avec les grands médias et qui ont des avis un petit peu différents pour employer une litote. Donc, ce monsieur, s'il va chercher ses avis médicaux auprès de celles et ceux qui passent à la télé, il a forcément un avis aussi tranché que celui qu'on lui a entendu dire tout à l'heure. C'est naturel, c'est normal. Dès lors qu'on va boire à une source, on se trouve abreuvé par cette source. Si on va boire à une autre source, on se trouve abreuvé par une autre eau. Voilà. Après, c'est la recherche, c'est l'envie de savoir, c'est la capacité d'analyser, de faire la part des choses, le vrai, le faux. C'est pas toujours facile, il faut quand même le reconnaître. Et au sein du CNT, on a cette humilité de dire que, on n'a pas la science infuse. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il existe depuis longtemps un certain nombre de sciences médicales, un certain nombre de sciences agronomiques, un certain nombre de sciences tout court, qui sont sous le boisseau parce que celles et ceux qui ont eu le malheur de vouloir les mettre sur la grande place, soit ont eu de très très gros ennuis et voire même plus, c'est-à-dire ont perdu la vie, voilà, et n'ont jamais pu sortir tout ça parce qu'on les en a privés, on les a volés, on les a spoliés et on les a martyrisés, hein, tout simplement. Alors c'est pas faire du conspirationnisme que de dire ça. Il y a plein de statistiques sur ces informations-là. Ce que nous disons nous, c'est qu'au sein du CNT, eh bien toutes ces inventions, toutes ces choses qui sont de l'ordre du bon sens et de la qualité de vie vont ressortir, vont automatiquement et mécaniquement être mises sur le devant lorsque le CNT sera aux affaires, quand il le sera, s'il l'est un jour, ce que j'espère. Donc voilà, c'est un message de paix pour dire attention. Quand nous arrivons à un changement de paradigme, il n'y a pas simplement un changement politique, il n'y a pas simplement un changement de principe, il n'y a pas simplement un programme que nous allons appliquer, il y a aussi l'émergence d'informations qui jusqu'à maintenant nous ont été cachées, soit pour nous empêcher d'évoluer vers plus de connaissances et aller encore plus haut, soit pour nous exploiter financièrement et nous faire réduire, voilà, en tant qu'être humain, devenir autre chose que des humains, de plus en plus malades, de plus en plus vaccinés, de plus en plus cela, pour finir, on ne sait trop comment et on n'a pas trop envie de savoir comment. Bon, voilà ce que au CNT nous sommes capables de dire, c'est que lorsque les choses seront planifiées, seront enfin atteintes, on va délivrer un certain nombre d'informations. En tout cas, on va donner la garantie à celles et ceux qui en sont les détenteurs, la garantie qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, avec la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils se fassent spolier. Voilà. Voilà ce que je peux dire maintenant. Bueno, je te laisse la parole. Oui, c'est sûr que par rapport à ce que tu dis, c'est plus qu'évident. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ait ces dogmes, comme tu dis, au niveau de la médecine officielle, dite officielle, parce que quand on creuse les choses et qu'on va discuter avec des chercheurs, je ne parle pas de médecins qui viennent à la télé pour raconter leurs histoires. Je parle de gens qui sont vraiment des chercheurs, qui font des recherches et qui publient des articles. Eh ben, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on nous dit officiellement. Parce que dans la science, et surtout la médecine n'est pas une science exacte, la médecine, ce n'est pas les mathématiques. Eh bien, dans la médecine, il y a des découvertes tous les jours, et il y a des théories tous les jours, et il y a des controverses tous les jours. Même parmi les chirurgiens, ils se battent entre eux pour savoir quelle est la meilleure méthode pour opérer quelqu'un, je ne sais pas moi, d'un problème de vésicule biliaire ou de l'appendicite ou autre. C'est sans arrêt la controverse, c'est sans arrêt. Alors, c'est quand même incroyable que des gens je dirais, qui ne sont pas d'accord entre eux, rejettent des techniques qui sont des techniques, je dirais, plus anciennes ou plus naturelles, alors qu'en fait, tout fait partie, tout est bon à prendre, tout est bon à prendre. Hein, comme il est dit dans le sermon d'Hippocrate, l'important c'est de soigner d'abord. Donc pour soigner, il faut prendre toutes les possibilités qui existent et les utiliser parfois ensemble. Un médicament de la médecine officielle comme l'aspirine, il est très bon dans certains cas et il est très efficace. Et puis dans d'autres cas, il va provoquer des allergies. Le problème aussi qu'on a dans notre société actuelle, c'est qu'on est coupé de la nature.
beaucoup de gens vivent dans les villes, sont coupés de la nature, donc on va voir exploser toutes les allergies. Alors que quand on vivait à la campagne depuis sa petite enfance, on était en contact avec des animaux, on était en contact avec la terre, avec la nature, avec les pollens, et ben, bizarrement, il y avait beaucoup moins d'allergies parce que les gens se désensibilisaient dès leur plus petite enfance. Même chose avec l'allaitement des enfants jusqu'à l'âge d'1 an, 2 ans. Ça renforce le système immunitaire bien plus que n'importe quel vaccin. Et c'est là qu'on arrive à une absurdité, parce que bon, qu'on vaccine à la rigueur contre le tétanos, parce qu'effectivement, ces vaccins-là, à l'époque, étaient relativement bons, il n'y avait pas trop d'effets secondaires, mais qu'on aille imposer 11 vaccins à des nouveau-nés dont le système immunitaire n'est même pas encore formé, et dans ces 11 vaccins, on a des vaccins comme l'hépatite B, qui sont des maladies qu'on attrape quand on a 20-25 ans, et qui sont très souvent transmises par voie sexuelle. Donc, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Donc, il y a du bon dans certaines choses et il y a aussi du mauvais. Et il y a du bon dans les médecines alternatives, dans les médecines traditionnelles, et puis il y a aussi du mauvais, parce que certaines médecines traditionnelles ne peuvent pas arriver à soigner, par exemple, certains cancers. Donc, mais par contre, si on les utilise avant d'une manière préventive, ça peut éviter justement que ce cancer arrive. Et on revient encore sur la notion de prévention, de se maintenir en bonne santé plutôt que de lutter contre la maladie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci Bruno. Je vais conclure avec ceci. Au nom de quoi la santé surpasse-t-elle la valeur souveraine qu'est celle de la liberté ? Le Conseil national de transition présente La France libre. Lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 22h. La France libre. Conseil national de transition.